Vous connaissez Cannes? J'y suis allé en colo quand j'avais 7 ans. J'étais sûr que vous étiez l'homme de la situation. Oh, Cannes, c'est chiant, mais c'est chiant, je vous le dis. C'est beaucoup mieux à Cabourg. Ouais, il y a un petit côté Dalida. Oui, c'est vrai. Tu aurais fait l'amour avec un gros signe. C'est calme. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes ignorants. D'abord, il n'y a aucun film bien. C'est tous des merdouilles. Ah non, j'y vais pas à Cannes. Mais oui. So, the Palme d'Or goes to... Vous écoutez La Perche est à Cannes, la capsule cannoise de La Perche est dans le cadre. Je me trouve avec Valentin, Yuri et Félix pour débriefer ce jour 2 qui est déjà en ressenti, jour 326. On est pour un peu quand même donner notre situation à nos auditeurs, eh bien dans le jardin de notre Airbnb en train de se faire manger par les moustiques parce qu'il est tard et qu'on a laissé la lumière. Il y a également 2 énormes lézards au-dessus de la porte. Voilà, donc si on ne va pas au bout de ce débrief, vous comprendrez pourquoi. Je disais que c'était une journée quand même assez remplie avec un ressenti jour 326 parce qu'on a vu quand même pas mal de films. On a surtout couvert les 3 sélections. On va commencer avec la compétition officielle. En compétition officielle, aujourd'hui, parce que c'est celle que vous attendez tous, c'est que c'est pour ça que vous cliquez sur ce podcast. On a vu 2 films. Le premier film qu'on a vu, c'est Dossier 137 de Dominique Moll. Dominique Moll qui est quand même un habitué de Cannes. Son dernier film, c'était La Nuit du 12. Qui était en Cannes première et qui avait fait un peu l'ouverture de cette sélection Cannes première, qui est une sélection un peu mi-figue, mi-concombre, un peu dans les limbes. Toujours pas compris à quoi ça servait. Voilà, on peut peut-être. En fait, si ça sert. Vas-y. J'ai juste dire que c'est le boys club des potes de Thierry Frémaux, quoi. Non, c'est pas ça. En fait, en réalité, c'est les films de réal qu'on n'arrive pas à caser en sélection. En fait, ils sont souvent déjà venus à Cannes, qu'on n'arrive pas vraiment à caser en compétition officielle parce qu'il n'y a plus de place ou parce que ça rentre pas dans le tableau global. Ou parce que les films sont pas assez bons. Hein. Non, parce que souvent en Cannes première, t'as des meilleurs films que ça dépend quand même. En compétition. Enfin, bref, c'est même pas la c'est un autre débat. C'est un autre débat. En tout cas, ils rentrent pas dans le tableau global de la compétition et donc on les met en Cannes première. Aussi pour damer le pion au Festival de Venise, parce que vu qu'on les a invités à Cannes, ils ne pourront pas aller faire leur première au Festival de Venise. Donc c'est une manière de garder aussi les auteurs habitués du Festival de Cannes attachés au Festival de Cannes. Donc tu dis ce que je dis, mais en plus beau, quoi. Encore un impérialisme. Voilà, exactement. Mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ça. C'est mieux parce que nous on arrive à voir les films en avance et nous comme on va pas à Venise, voilà quoi. Et peut-être qu'on ira à Venise cette année. Donc, je disais, on a vu Dossier 137 de Dominique Moll, un film qui cette fois-ci parle de bavure policière. Yuri, Félix, vous l'avez vu tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Dominique Moll ? Donc c'est un film qui est un peu dans la continuité, j'ai l'impression, de La Nuit du 12, à la fois en termes stylistiques et en termes de sujet. Puisque, alors Dominique Moll, il a démarré sa carrière avec un thriller qui s'appelait Harry, un ami qui vous veut du bien. Qui était d'ailleurs c'est pas déjà avec Sergi Lopez complètement. Donc oui, c'est le rôle qu'a révélé Sergi Lopez en France. Mais tu dis ça, mais nos auditeurs comprennent pas pourquoi tu dis ça. C'est qu'on va parler de Sergi Lopez. Oui, voilà, pardon. Voilà, il est tard, il est minuit 31. J'ai des flashs comme ça. Non, bref, il a commencé en fait dans une veine assez particulière. Un peu plus de cinéma de genre. Il est assez peu identifié comme cinéaste, on va dire, d'auteur cannois, enfin bref. Et avec La Nuit du 12, il a quand même fait assez fort, puisqu'il avait fait un polar autour de la question des féminicides, qui lui avait valu quand même le César du meilleur film. Et du coup, il continue un peu dans cette veine. Et c'est un peu le deuxième film en fait de cette. Je sais pas s'il compte en faire une série de films. Je me suis pas renseigné sur la question. En tout cas, ça raconte l'histoire semi-vraie, inspirée de faits réels, d'une flic qui travaille à l'IGPN, la police des polices, et qui est chargée d'enquêter sur le dossier 137, à savoir pendant les émeutes des Gilets jaunes à Paris, pendant les manifestations, un tir de LBD d'une brigade qui n'aurait pas dû avoir lieu, et donc elle va essayer de détricoter le vrai du faux. Voilà, pardon, je resitue un peu le film parce que je pense que c'est intéressant à la fois de le resituer dans ce qu'il est dans la carte de Dominique Moll, et puis dans un peu la raison pour laquelle en fait je pense qu'il est sélectionné, c'est que c'est son sujet. C'est potentiellement le premier gros film français qui s'attaque à faire la radiographie de ce qu'a été la période des Gilets jaunes.
Il le fait par le biais de la violence policière, et Dieu sait qu'elle a été brutale et massive pendant ces événements. Et du coup, on en vient au film. Moi, c'est un film qui m'a un peu vraiment laissé sur ma faim. Je trouve que le scénario est archi didactique. Je pense qu'en fait, il n'est pas assez mûri. Peut-être que les scénaristes ne prennent pas assez de distance par rapport au sujet. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un effet, moi, de dialogue explicatif qui viennent donner les intentions des auteurs pour vraiment nous donner leur avis sur les violences policières, qui est un peu embêtant. Il y a notamment une scène assez gênante où la nouvelle compagne de l'ex-mari de Léa Drucker, elle est flic aussi, et donc elle va voir Léa Drucker, elle lui dit t'as pas honte de dénoncer des collègues, moi je suis au syndicat, et vraiment le dialogue c'est ça quoi, moi je suis au syndicat, nous on défend les collègues, des gens comme toi, c'est à cause des gens comme toi que les gens ils ont plus confiance dans la police. Ça va du coup en fait dire des trucs qui n'ont rien à voir avec la situation, mais qui vont en fait être une espèce de manière de mettre en scène des débats de société un peu binaires. Et du coup là-dessus je trouve le film assez inopérant, parce qu'il fait des choix comme ça de dialogue très frontaux, très premier degré, et du coup ça se ressent aussi dans son style. Il veut être froid, il veut être clinique, il veut être dans une forme de de film enquête, de film dossier, et au détriment pour moi vraiment de l'émotion et aussi du suspense. Voilà. Ouais, complètement. C'est-à-dire que Dominique Moll, c'est quelqu'un qui réussit bien le côté procédural en fait à chaque fois de ses films. Je trouve qu'il a une certaine minutie dans sa manière d'aborder et à l'écriture et à la mise en scène justement les interrogatoires et voilà, encore une fois tout ce qui touche à la procédure judiciaire ou policière. Mais par contre, effectivement, le gros problème du film, c'est que tu l'as dit, il y a énormément de dialogues qui sont très explicatifs et très didactique. Il y a un monologue final notamment qui est terrible, vraiment très malaisant et en même temps très juste. Je veux dire, non mais en fait sur le fond, bien sûr, on est d'accord sur le fond, bien sûr. Ce n'est pas un podcast. Ouais. Et c'est tout le problème, c'est-à-dire que du coup ça se répertorie directement sur la mise en scène qui, bon, de manière générale, moi j'ai jamais trouvé que Dominique Moll était un grand filmeur. Je trouve que c'est pas quelqu'un qui a la volonté de faire des images qui me restent en tête. Et moi j'avoue que ça me gêne. Mais bon, soit tu peux essayer de faire du naturalisme, mais quand même travailler des cadres pour créer de la tension, etc. Et là c'est même pas le cas, et c'est même pas le cas parce qu'en fait au fond il a pas grand chose à filmer. C'est-à-dire qu'en dehors des espèces d'interviews ou d'entretiens justement que mène Léa Drucker tout au long du film, en fait justement tout ce système et le côté systémique de ces violences et de comment elles sont potentiellement un peu camouflées ou par justement l'ordre un peu supérieur de la police ou de l'IGPN, et pas du tout montré. Et pas du tout montré parce qu'il veut garder ça un peu, je pense, mystérieux et la lumière vient de s'éteindre pour donner encore plus de force à mon discours. Du coup, je me suis perdu dans ce que je disais. T'inquiète. Zut. Oui, donc, je pense qu'il veut garder cette espèce de force un peu obscure, parce que je pense que ça donne peut-être encore plus d'amertume quelque part justement à cette espèce d'enquête, parce que tu n'as même pas accès finalement à ces gens qui dirigent réellement, sans rentrer dans un truc de complotisme, non mais en qui fait essayent de camoufler un peu l'aspect systémique est pas du tout traité. C'est ça que j'ai envie de voir. L'aspect systémique est pas traité. En fait, l'aspect corporatiste est un peu traité. Il y a assez peu de répercussions en effet de comprendre pourquoi c'est aussi insidieux, quel est en réellement le rôle des syndicats de police. On nous dit juste les syndicats. Il y a plusieurs syndicats de police, il n'y a pas que des syndicats d'extrême droite, il y a aussi d'autres. Et pourquoi c'est un problème même structurel que les policiers soient syndiqués? Pourquoi en réalité pourquoi ça pose un vrai problème structurel de l'institution d'avoir des policiers à ce point syndiqués, parce qu'on n'arrive plus à démêler le vrai du faux et à justement faire la police des polices. Donc en fait, toutes ces problématiques là qui sont très complexes, en fait le film reste très en surface, alors qu'il veut dans ses dialogues être hyper précis sur le verbiage judiciaire. Donc on a vraiment tous les articles du code pénal cités in extenso machin, mais en fait tout ça c'est un peu superficiel par rapport à la dureté du sujet et à sa profondeur potentielle. Ouais, je suis complètement d'accord. Donc du coup, effectivement, en fait, la vraie question, c'est que c'est pas, au fond, c'est pas un mauvais film, ça se regarde sans déplaisir, un dimanche soir sur France 2. Mais qu'est-ce que ça fait en compétition officielle? En fait, c'est ça aussi le problème, c'est que du coup, forcément, on est à Cannes, on voit des films dans des compétitions, donc on a des attentes, et quand tu vois ce truc-là, tu te demandes un petit peu pourquoi c'est là, à l'exception effectivement de représenter un sujet qui est important, mais en même temps, donc c'est là pour un sujet ça qui est tellement important et qui en plus traite de la manière dont on va venir capter des images, parce qu'évidemment, il est question à un moment donné d'une vidéo juste
justement de violences policières, etc. Tout ça qui sont des mouvances Ouais, sociales bien sûr. très, très nouvelles, ça nécessite un travail cinématographique en fait. Et je trouve que c'est hyper dommage. Ça nécessite une réflexion sur l'archive, l'image. Moi j'ai beaucoup Ouais. pensé aux Graines du figuier sauvage en regardant le Bien film, sûr, en disant que le film ne faisait pas le Non, même travail que ou même le Mohamed film, Rassoulov. du coup, de David Dufresne, ouais. Ce pays qui qui se tient sage, ouais. qui parle complètement de ça et qui justement va venir directement mettre des flics face aux images, ouais. et d'avoir justement toute une espèce de dialectique et une réflexion sur ces images-là. Bref, on va pas épiloguer là-dessus, mais moi j'ai jamais été un grand fan de Dominique Moll et je trouve ses intentions à chaque fois louables. Malheureusement, j'aimerais bien que quelqu'un s'empare de ce sujet et le traite correctement parce que je pense que c'est passionnant et qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et alors vous disiez qu'est-ce que ce film fait en compétition officielle, et on peut se poser la question d'ailleurs de ce qu'on attend de manière générale de films en compétition officielle. Le deuxième film qu'on a vu, Sirat de Oliver Lecce, j'espère que j'écorche pas son nom, Lecce, catalan a priori. Pour le coup c'est un film qui a fait un peu halluciner toute la salle. J'aimerais bien qu'on en dise peut-être pas trop parce que c'est quand même chouette de pas spoiler. Comment on pourrait pitcher le film simplement, Valentin? C'est l'histoire d'un homme qui recherche sa fille, qui est une jeune adulte, qui est partie de chez lui il y a plusieurs mois et qui visiblement fait des raves au Maroc. En tout cas, lui, il a l'indice que sa jeune fille, qui a donc, oui, effectivement, je pense quelque chose comme 25 ans, est partie. Il pourrait se trouver dans une fête au sud du Maroc. Et c'est important de préciser que c'est pas au Maroc dans un... Voilà, c'est pas Casa et c'est pas Marrakech, quoi. Donc on est vraiment au sud du Maroc, dans le désert, et donc on est dans une rave. Et donc ce type, visiblement, tout ce qui est de plus random, va devoir se retrouver à naviguer avec une camionnette en plein milieu du désert, avec, détail important, son fils. Son fils beaucoup plus jeune, qui doit avoir une douzaine dizaine d'années. voilà. Et le père, c'est Sergi Lopez, puisqu'on le mentionnait plus tôt. Et dans un contexte aussi politique assez trouble, où il est question de tension un peu géopolitique. Ça, c'est esquissé. Mais ça, c'est un peu étrange parce que ça fait partie des éléments dont tu parles, du fait que ça a fait halluciner la salle, et on dira pas pourquoi précisément. Mais c'est vrai que le film a un ton, il est déjà hyper programmatique dans sa manière de se présenter. C'est-à-dire qu'on a l'idée que ce type va aller s'enfoncer dans des milieux de plus en plus interlopes et de plus en plus troubles, et que c'est ça qui va poser problème, et a fortiori de plus en plus dans la fête. Or, c'est pas ça qui se passe du tout. C'est-à-dire que la fête, elle est au début, et ensuite elle ne fait que... En fait, on a de plus en plus de silence en réalité qui s'installe, et c'est de plus en plus pesant, donc c'est un peu à rebours. Et puis il part d'un concept presque, c'est-à-dire que le film s'appelle Sirat. Le Sirat, c'est... Alors je sais pas dans quelle mythologie ou dans quelle langue exactement de quoi on parle, mais en gros c'est un chemin vers les enfers, basiquement. Et donc le film t'annonce que ce type va vers les enfers, et que c'est ça qui le guide. Et donc on se dit que ça va mal finir. Or, en fait, ça ne finit absolument pas comme on aurait pu le penser ou comme on aurait pu le prévoir. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que le film rebondit à peu près à la moitié de sa durée, en gros. Juste petit point sur le Sirat, du coup c'est visiblement, je crois que c'est un pont dans le Coran, et c'est un pont du coup qui est extrêmement dangereux et qui est fin comme une épée, je crois, ou c'est ça dans la citation. C'est ce qui est dit dans l'introduction. Voilà, exactement, et qui relie du coup le paradis à l'enfer, de ce que j'ai compris. Voilà, exactement. Donc on annonce quand même le côté eschatologique de la chose, et tu le disais, il y a un contexte qui est transmis par les quelques éléments de radio qui sont captés par moment dans les camions des ravers. Le fait que en fait on est dans le Sahara occidental, qu'il y a une espèce de conflit qui s'est organisé, et que dans cette région comme dans le reste du monde a priori les tensions se multiplient, quoi. Donc le film a un côté très apocalyptique, et un peu dernière fête avant la fin du monde, annoncée dès le départ quand même. Complètement. Et en même temps, dernière fête, c'est un peu trouble. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que c'est une dernière fête festive? Est-ce que c'est en fait une sorte de célébration du deuil? Parce qu'en fait le film en définitive s'empare de son sujet qui est le sujet du deuil, mais d'une manière hyper trouble et hyper détournée, qui frôle parfois avec du comique, ce qui est hyper inattendu. Donc c'est une excellente surprise, en plus d'être visuellement quand même assez surprenant. Et ça, c'est une autre surprise qui était assez fascinante, quoi. Ouais, moi je suis sorti complètement halluciné de la salle, mais dans le bon sens du terme. Juste, pardon, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'on a phrase entendu à la sortie, Valentin, s'il te plaît, dans plusieurs langues? Alors, dans plusieurs langues. Alors, dans l'ordre, c'était I'm overwhelmed, en boucle comme ça, et 4 mètres plus loin, une personne hispanophone qui disait Tengo mucho que procesar. Je vous laisse faire les recherches. Ça en dit assez long sur le ressenti global du film. Ouais, alors, il y a plusieurs choses en fait qui m'ont au prime abord réjoui. C'était que déjà ce personnage principal, on ne sait pas qui c'est. Pendant assez longtemps, on ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quel est son travail.
On ne sait pas dans quelle ville il habite. On ne sait pas s'il a une femme. On ne sait pas s'il a des frères, des sœurs, des parents. On ne sait rien de lui. Ce qui va à l'encontre, on va dire, de tout précepte de backstory hollywoodienne contemporaine. Et ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un truc où en fait le film fait complètement confiance à son acteur, à son sujet, à son univers, à son histoire. Et c'est-à-dire que pendant 1 heure, je ne me suis à aucun moment posé la question mais d'où vient ce type ? Au début peut-être un peu, on sait juste qu'il cherche sa fille, mais ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir au début du film de me dire voilà, le film me prend assez par la main pour que je sois embarqué, mais il n'a pas à m'expliquer des trucs que j'ai pas à comprendre. Je vais m'imaginer des choses, j'ai moi en tant que spectateur une part d'imaginaire qui va se mettre à fonctionner, et c'est assez accueillant, c'est pas du tout cérébral. Parce que ça s'inscrit dans cette histoire un peu d'allégorie, c'est-à-dire que le côté mystique de la chose, de traverser des enfers, etc. C'est-à-dire que lui, c'est un personnage symbolique en fait. Oui, mais ça pourrait être très pénible et déréalisé, et pourtant je trouve que le personnage est très concret et matériel. C'est-à-dire que je me pose à jamais la question de son existence réelle dans le monde. Je me dis pas que c'est un personnage complètement allégorique et fantasmé, je me dis qu'il existe, alors que je ne sais rien de lui. Et ça, j'ai trouvé ça déjà assez intéressant et à contre-courant quand même de beaucoup de films qu'on peut voir qui sont surexplicatifs et qui nous disent un peu trop de choses par les dialogues. Le deuxième point qui est assez intéressant pendant une grosse partie du film, c'est que le film a pour moi une vraie parenté aussi avec le Sorcerer de William Friedkin, qui est le remake des Salaires de la peur. Pour rappeler, c'est... On va juste dire oui parce que c'est une traversée de plusieurs camions en fait, parce que voilà. lui est dans une camionnette en fait qui suit des camions dans ce désert, et que c'est une galère pas possible. Il y a une perte un peu de procession. Il y a ces camions. Il y a aussi dans Sorcerer et dans les salaires de la dans Sorcerer en particulier une descente vers l'enfer. Il y a aussi un peu cette même thématique, et la fin de Sorcerer se termine dans un désert sur la musique de Tangerine Dream. Et pour moi, Sirat, donc le film dont on parle, il commence presque à la fin de Sorcerer. Il y a un truc pour moi, un lien à la fois thématique et visuel, puisque on est avec des camions, on est sur des routes très escarpées, il y a des scènes de suspense autour de comment traverser une rivière, comment traverser un ravin, qui sont très très bien traités. Et puis ensuite arrive en effet au milieu du film ce twist, en tout cas cet événement qu'on ne peut pas révéler, qu'on ne doit pas révéler. Si vous pouvez vous fermer les oreilles dès que vous entendrez parler de ce film, parce que tout le monde va vous en parler, je pense. Ouais. En fait, moi, j'ai jamais vu ça. Parce qu'il y a un truc où... Ouais, mais tu vois, le truc, c'est là où c'est que je trouve que déjà, dire aux gens de s'attendre à un twist, c'est peut-être déjà un peu trop. Ok, bah, en tout cas... C'est pas un si gros twist que ça. Non, mais c'est pas un twist en mode genre vous allez tomber de votre chaise, vous allez apprendre des trucs. Il se passe des choses. Le film dévisse. Le film dévisse complètement. Et il fait que dévisser. Et je trouve qu'il y a un... En fait, moi, c'est pour ça que je vais au cinéma. C'est-à-dire que moi, j'ai ressenti... je pense que c'est vraiment la scène la plus choquante que j'ai vue au cinéma depuis des années. Mais elle est choquante. Alors, je dis pas qu'elle est violente, qu'elle est graphique ou quoi. En fait, elle m'a fait m'arrêter ma respiration pendant à peu près 15 secondes. J'ai regardé autour de moi. 2000 personnes dans la salle avaient la mâchoire du bas qui est tombée par terre. Vraiment le loup de Tex Avery, quoi. Genre. Mais parce que, et c'est là où effectivement où je disais, faut effectivement pas révéler pourquoi c'est choquant. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un coup on s'est dit, tiens, c'est pas le film qu'on pensait regarder. Exactement. Et ça, je suis d'accord que c'est une des sensations les plus agréables que tu peux avoir au cinéma, devant une série, n'importe. Cette sensation de te dire, tiens, je pensais que je savais où je mettais les pieds, et je savais pas où je mettais les pieds. Et tu parles du fait d'avoir regardé autour de toi dans la salle. Moi, j'ai vu ta tête, qui m'a fait beaucoup rire. Mais j'ai vu la tête, effectivement, des gens autour. Et c'est là où, voilà, vous disiez, le film de Dominique Moll, on se pose la question de pourquoi on le regarde pas finalement un dimanche soir sur France 2, peut-être suivi d'ailleurs d'un dossier enquête, tu vois. Oui, d'un dossier de l'écran à l'ancienne. Voilà. Ouais, bien sûr. Là, il y a quelque chose qui se passe où tu te dis, tiens, c'est vraiment agréable de le voir dans un cinéma et de sentir que tout le monde a la même réaction et qu'il y a une espèce, il y a une expérience collective. Tout le monde a retenu sa respiration, tout le monde a pété un câble, et ensuite pendant la deuxième heure, c'est que moment hallucinant sur moment hallucinant. Donc ça ne fait que devenir de plus en plus bizarre et de plus en plus fou, tout en restant... Je sais pas, je ne me suis pas ennuyé une seconde, alors que le film dure 2 heures, qu'il est assez contemplatif et qu'il est pas non plus, c'est pas Mission Impossible. Et je trouve que ce qu'il réussit à faire, c'est un peu difficile parce qu'on en sort à l'instant de vraiment formaliser la réflexion là-dessus. C'est dense comme film. Mais voilà, moi c'est les quelques pistes qui m'ont plu, et en effet qu'à la fin, il y a quand même, malgré le bordel que c'est, une forme de cohérence
thématique et narrative qui est assez prodigieuse, parce que je dis en fait le mec retombe sur ses pieds, je sais pas comment il a fait, voilà. Et là-dessus c'est incroyable, enfin c'est génial de voir ça. Ouais, moi j'ai aussi pensé un peu à George Miller de temps en temps. Je trouve qu'il y a un côté un peu Mad Max évidemment, et dans le côté légende et dans le côté même mélange des genres, et effectivement de par moments vouloir faire rire le spectateur à des moments un peu incongrus. Ouais, en fait c'est une proposition, et ça je pense qu'on peut pas le renier, et genre qu'on aime ou pas le film, juste le mec il te propose quelque chose, il va jusqu'au bout aussi de sa démarche, et en même temps c'est jamais appuyé, et c'est ça que je trouve fort, c'est qu'il y a quand même une forme, c'est pas après j'ai pas envie de cracher sur Coralie Farja, mais qui va aussi dans sa démarche, mais où vraiment tout est surligné. Là je trouve que il a le bon goût de mélanger du naturalisme qui est assez extraordinaire, et d'observer ces milieux techno underground. Parce que les premières scènes sont géniales dans un autre genre, c'est-à-dire que elles sont plus attendues parce qu'elles sont annoncées. On dirait un autre Catalan, Albert Serra, les premières scènes, je trouve. Ouais, complètement, dans ces corps qui bougent, et même par moments, quand on va venir observer aussi, je sais pas, il y a un plan magnifique où il y a justement ce père qui dort dans le camion, entouré justement des ravers du coup avec qui il fait le trajet, et juste il se réveille d'un coup tout seul, et ça dure, je sais pas, 3 secondes, et on pourrait dire, mais ça c'est le genre de truc que tu coupes, et lui il le laisse, et évidemment quand t'as vu le film, en plus c'est un plan qui veut dire vraiment quelque chose, enfin plein de moments comme ça qui sont, je trouve, assez passionnants. En même temps, il capte une espèce de mysticisme, presque cosmique par moment, et quelque chose d'extrêmement contemplatif, et en même temps il y a aussi quelque chose il y a quelque chose d'extrêmement ludique, quelque chose d'extrêmement tendu à la mise en scène. Par moments des séquences presque d'action, évidemment on pense à Christine, et cette espèce de mélange comme ça, de réussir à tenir cette cohérence, de réussir à tenir l'émotion du spectateur pour qu'il soit quand même accroché à son siège, parce que c'est vraiment pas un film où on s'ennuie, je trouve, et tout en faisant une espèce de parabole aussi sur ce que c'est que la musique techno, parce que mine de rien c'est aussi un film qui parle de musique, et il y en a beaucoup, et je trouve que de réussir à montrer que parce qu'il y a une forme de violence dans la musique techno, et de réussir à l'incarner par une histoire, parce que moi personnellement c'est ça aussi que j'ai vu un petit peu, je trouve ça hyper beau, et ça m'a presque envie de donner, ça m'a donné envie d'aller danser après le film, alors que justement c'est un film qui est extrêmement dépressif, ça je pense qu'il faut quand même qu'on le note, et qui souligne peut-être aussi quelque chose, qui capte un peu le zeitgeist d'une époque, j'en sais rien, peut-être que c'est un peu trop tôt pour dire ça, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'hyper fort, et que ce mec qui sort de nulle part nous pond ça. Moi j'avoue que ça m'a laissé sans voix, et c'est que Cannes jour 2 quoi. On peut peut-être préciser que le film est produit par Almodovar, si je dis pas de bêtises. Par les frères Almodovar. Et bravo quoi, merde. Oui, mais ça participe à une sorte de renouveau du cinéma espagnol, des séries espagnoles. Oui, c'est ça, absolument rien à voir. C'est un mec qui, a priori, après ce film, va pouvoir retravailler dans de bonnes conditions. Donc c'est bien, c'est des auteurs espagnols qui émergent. Exactement, et c'est un réalisateur dont, à titre personnel, on a regardé pour préparer l'émission, dont j'avais jamais entendu parler, et qui visiblement a fait pas mal de. Alors, il a fait un film à Tanger, il a fait un autre film au Maroc, donc c'est quelqu'un qui visiblement fait pas mal de films, en tout cas, qui se déroulent au Maghreb, mais lui a l'air d'être d'origine maghrébine en étant espagnol. Alors, j'avoue, je vais me pencher sur le personnage parce que il m'a assez fasciné. Effectivement, on est qu'en jour 2, donc c'est un peu tôt pour se prononcer sur est-ce que ce film, on a envie qu'il ait des prix ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va le retenir. C'est un grand film. Moi, personnellement, je trouve ça un grand film. Ah bah oui, je suis d'accord. Je pense qu'il faut effectivement insister sur Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en sort à peine. Oui, forcément. Alors, il faudra prendre du recul, c'est nécessaire. Il faut le digérer, mais je pense qu'on va bien le digérer. Oui, bah en mieux tout cas, que moi, les burgers je pense qu'on a mangé à midi ce soir. On est un peu dans l'exaltation du moment, donc je pense qu'effectivement c'est un peu peut-être enflammé. Mais c'est effectivement, je voulais revenir sur ce que disait Yuri par rapport à la toute fin du film, qui est vraiment sur les derniers plans, parce qu'en fait, bon, les personnages se retrouvent dans une situation un peu inextricable à quelques minutes de la fin du film, donc on comprend un peu où ça va, et en fait au dernier moment ils trouvent une sorte de parade qui n'est pas d'ailleurs expliquée de manière très, très claire, enfin, ils zappent toute une partie de scènes qu'on aurait pu garder, ils gardent juste l'élément symbolique de la chose, et je trouve que ça permet encore une fois au film de prendre une ampleur politique actuelle, de reconcrétiser un certain nombre de choses qui étaient un peu abstraites, qui étaient un peu en trop, toute la situation politique, etc. On pouvait se demander ce que ça foutait là, et en fait tout prend sens à ce moment là, et je trouve que le film a été extrêmement bien pensé, et je pense qu'en relisant le film une deuxième fois à partir des éléments qu'on avait au départ, on se rendra compte qu'il était hyper bien construit, et je pense qu'il y a une vraie attention en termes d'écriture qui est à souligner, quoi, parce que c'est rare d'avoir un film qui se referme aussi bien sur lui-même. Il l'est, et tu vois, quand tu dis effectivement qu'il est très bien construit, moi ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a plein de moments où je disais le film n'était pas celui que je pensais, et en fait à chaque fois mon cerveau faisait un petit effort en regardant le film, je me disais mais en fait tout est tout le temps là, c'est juste que effectivement c'est pas ce sur quoi tu te concentres, et ça c'est quand même, c'est hyper agréable pour moi c'est ça, bien écrire. Ouais. En fait. Oui, et c'est pour ça que effectivement c'est du symbolisme qui est extrêmement. Enfin, c'est même pas
du symbolisme. Je veux dire, évidemment que tu peux y projeter un mais symbole. il y a je une sais forme pas d'allégorie. Je pense que mais mais je pense que chacun va avoir. Symbolisme, c'est un peu lourd comme mot. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que je faisais la comparaison avec Farja qui utilise des symboles à des fins vraiment très intellectuelles et cérébrales. Là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de presque philosophique dans son approche du symbole et de la gestion justement du symbole chez le spectateur, qui est du coup hyper agréable parce que tu as toute la place pour. Mais je pense que c'est ce qu'on disait au début, c'était qu'il laisse quand même une vraie place au spectateur pour remplir les blancs de son imaginaire et que c'est pas chiant, enfin c'est pas pénible, c'est pas quelque chose où vraiment le truc est obscur as fuck et tu comprends rien. On en a vu des films comme ça aussi qui sont en tout cas pour moi désagréables à regarder parce que je me sens stupide par rapport au film qui se prétend plus intelligent que moi. C'est pas le cas de ce film. Non, c'est très concret, c'est très très simple, concret. mais on peut y projeter des voilà, choses. et en fait on complète l'histoire avec ce qu'on veut s'imaginer. Et ça c'est un sentiment qui est hyper rare et qu'on a ressenti ce soir, quoi. Ouais, complètement. Et il rend tangible émotionnellement son discours, je crois. Et c'est ça qui est hyper fort. J'ai l'impression que vous êtes soudés, c'est merveilleux. Tu voulais rajouter quelque chose, Valentin ? Non, rien. Je pense qu'on a déjà assez saucé le film. On va laisser décanter maintenant. Mais oui, mais surtout c'est génial parce que j'allais dire, on a vu 2 films aujourd'hui de la compétition officielle. Nos réceptions ne pourraient pas être plus diamétralement opposées. En fait, le deuxième a teinté le premier. Je suis désolé. Ouais. Le premier, j'étais plus gentil avec lui avant le deuxième, et puis en fait arrive Sirat, et en fait c'est la sidération de voir Dominique Moll en compétition officielle. Et avant de passer à la quinzaine, j'allais dire ça aussi, ça jette un éclairage sur les 2 procureurs qu'on a vu hier, où on a passé le film à se dire. Et le film est pas mal en plus, hein, vraiment. Vous allez tailler tous les films. On a passé du pas du festival. tout. Mais t'imagines, c'est horrible. Ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est dit en regardant le film, waouh, c'est un peu rude de diffuser ça le soir, parce que c'est un film qui te donne quand même un petit peu envie de faire la sieste. Bah là, tu vois, le film est au même horaire et personne n'a dormi dans la salle. La quinzaine des cinéastes. Félix et Valentin, vous avez vu La mort n'existe pas de Félix Dufour Laperrière, un film d'animation canadien, si je dis pas de bêtises. Félix, je te laisse parler de ton homonyme. Ouais, c'est ça, exactement. Québécois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, tout le monde parle québécois. Enfin, québécois, français. L'équipe parle québécois. Et voilà, exactement. Alors, je vais être complètement honnête avec vous. J'ai dormi 3 heures cette nuit, puisque c'est Cannes. Et je me suis quand même décidé vaillamment à aller en séance à 8h30 du matin pour aller voir du coup ce film. D'autres n'ont pas eu ce courage. Voilà, personne d'ailleurs, hein, j'étais bien tout seul. Et pour être complètement honnête, et en même temps c'est un très bon test, les séances à 8h du mat à Cannes, généralement tu finis un peu ta nuit, sauf si vraiment le film il est super. Et moi ça m'est déjà arrivé d'être complètement réveillé par un film et d'être scotché par justement un peu les émotions et l'énergie, ou même des films qui peuvent être calmes mais qui me captent un peu par leur intrigue, par leur personnage. Là j'ai été capté par l'animation que je trouve vraiment magnifique. Il y a un travail des couleurs, il y a un travail des formes, un travail des perspectives aussi qui est extrêmement étrange quand la caméra bouge. Il y a volontairement des perspectives un peu triché, chelou, mais qui je trouve donne des séquences d'action à la fois énergiques et molles. C'est assez étonnant, mais pourquoi pas. Par contre, j'avoue que je trouve le film très cérébral dans ses intentions. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un peu le syndrome note d'intention filmée par moment, où tu sens qu'il a beaucoup de choses à dire, qu'il veut le faire passer d'une manière potentiellement justement un peu magique, un peu symbolique, et comme du coup on fait le pas avec Sierra. Mais pour le coup, malheureusement, je trouve que justement d'un coup je vois les symboles. Je trouve que les personnages ont du mal à exister en dehors de ce qu'ils représentent justement en tant que objet de symbole ou de métaphore. Mais parce qu'on n'a pas pitché. C'est vrai qu'on l'a pas du tout pitché. Mais je pense que ça aide à comprendre un peu le problème. Je te laisse, parce que je suis d'accord avec toi en fait. Je te laisse pitcher du coup, Valentin. Ouais, alors en gros c'est l'histoire de l'attaque sur une sorte de résidence privée gardée par des vigiles armés où habitent 2 milliardaires visiblement, ou 2 personnes très aisées. L'attaque de cette résidence par un groupe de jeunes activistes dont on comprend pas exactement ce qu'ils défendent, mais dont on comprend que globalement ils sont écologistes, ouais. et qu'on parle de ça. Et donc du coup cette attaque se déroule, elle se passe plutôt mal, et au centre de cette attaque il y a un personnage qui est le personnage de Hélène, ouais. Hélène, qui du coup ne participe pas, en fait elle les a un peu engrenés tous à aller faire ce happening, et en fait au dernier moment se déchauffe et donc les abandonne, et donc démarre son questionnement à elle de qu'est-ce qui se serait passé si je les avais aidés. Et donc du coup on est dans son rêve, son fantasme en fait, au moment où elle s'échappe dans la forêt pour essayer de ne pas être rattrapée par les gardes en question. Ce qui explique un peu peut-être ce que tu décrivais sur le côté métaphorique ou trop métaphorique de la chose. Exactement. C'est que dès le départ, on place le récit dans
qu'est-ce que ça aurait pu être, et donc du coup forcément on s'autorise de l'onirisme, et ça il y a pas de problème, j'aime beaucoup l'onirisme au cinéma, mais j'aime bien quand justement c'est là pour me véhiculer des émotions, et là j'avais plus l'impression qu'il essayait de me faire passer justement un message ou de discourir sur le monde, encore une fois ce qui est louable, mais moi j'attends d'un film quand même qui me chope émotionnellement, et moi c'est ça qui m'a manqué, c'est-à-dire que vraiment j'ai trouvé ça très beau, en vrai je pense que je suis relativement d'accord avec ce qu'il dit, mais juste voilà, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions, et pour un film d'animation, si tu rentres pas dedans, si tu réussis pas un tout petit peu à t'identifier au personnage, ce qui a pas été mon cas, bah forcément c'est super rude et tu te retrouves face à une espèce de contemplation plastique qui est agréable, mais quand t'as pas beaucoup dormi, bah tu t'endors, et c'est ce qui m'est arrivé, donc voilà, ça sera ma critique. Bah moi je me suis pas endormi parce que j'ai eu la chance de le voir à un horaire décent. En tout cas descend à l'échelle du festival, c'est-à-dire vers 17h. Donc te réveiller quoi en somme. Voilà, en somme. Et en fait je partage tes critiques, c'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que c'est un film qui est très intellectuel, et en fait pour le coup moi l'équipe s'est exprimée avant le film, le réalisateur notamment s'est exprimé, et en fait t'as tout compris quand tu l'écoutais parler, c'est-à-dire qu'il avait des idées très claires de ce qu'il allait expliquer, de comment il allait l'expliquer, et c'est hyper brillant, enfin c'est hyper smart ce qu'il dit. Le film est hyper précis sur sa dépiction de c'est quoi d'être jeune et d'être à la limite, en fait d'être dans l'urgence, de devoir absolument intervenir pour essayer de changer le cours de son destin, et en même temps de savoir que la violence, on doit s'y refuser absolument, c'est un impératif catégorique, et en fait de tenir ce double truc d'être militant sans être violent, ça soulève des questions hyper actuelles et de manière très souple, c'est-à-dire que le côté flashback te permet de mettre un peu à distance, de passer par le fantasme, de passer par le et si, en fait encore une fois je trouve que c'est hyper pratique. En plus ils en font, parce qu'il y a une équipe technique assez large derrière, mais ils en font un truc d'un point de vue plastique qui est assez impressionnant du coup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rappellent un peu Ghibli sur la fluidité des éléments qui s'absorbent eux-mêmes, qui s'attrapent, qui fondent entre eux, il y a quelque chose de très organique qui se mélange avec ils ont fait des choix de colorimétrie qui font que les personnages en fait n'ont pas de couleur, ils sont fondus dans le décor chouette, et donc du coup il y a tout un jeu de reflets, il y a tout un jeu de transparence pour faire signifier le fait qu'ils soient vivants ou non, il y a plein de choses qui fonctionnent très bien d'un point de vue animation, mais le film bute en effet sur le fait qu'il provoque pas cette espèce d'étincelle d'émotion, de lâcher prise qui je pense aurait dû advenir à un moment. Je pense que c'est un film qui peut parler parce que son discours est hyper bien articulé et que plastiquement ça fonctionne très bien, donc c'est un film que j'ai trouvé assez impressionnant, assez abouti, surtout qu'en plus je trouve qu'il résout cette question très intellectuelle par le dessin, c'est-à-dire vraiment il la dessoue, il essaie par l'abstraction, par l'abstraction, par son animation, il fait confiance pleinement à ses moyens pour répondre à ça. C'est pas surdit, c'est vraiment dessiné quoi. Et donc pour ça c'est admirable. Après je suis d'accord avec toi, ça bute sur un manque d'empathie probablement. C'est-à-dire que ça aurait été super fort si justement pendant 45 minutes on me racontait une histoire, et qu'on s'autorisait, comme très souvent les chefs-d'œuvre le font, à une espèce de fin un peu philosophique abstraite. Et là effectivement je pense que le film peut parler à pas mal de gens, mais en même temps il rate le coche de l'univers d'un côté potentiellement plus universel, parce que justement t'as pas ce vecteur émotionnel qui est une trajectoire de personnage ou un truc sur lequel tu peux te rattacher quoi. Oui, parce qu'en plus le personnage du coup gambade dans ses souvenirs et dans ses fantasmes, et elle est toujours avec un guide, c'est-à-dire qu'il y a une camarade à elle, il y a elle plus petite, et en fait donc il y a toujours quelqu'un pour lui expliquer, lui dire et tu vois ce qui se passe et tu comprends ce qui se passe, et donc du coup en fait elle est jamais seule, donc en fait on n'a pas de contemplation et je peux pas me mettre à sa place parce que j'ai toujours l'impression que c'est elle qui discute avec quelqu'un d'autre, et donc du coup en tant que spectateur tu peux pas être connecté à ce personnage, donc c'est un peu dommage. Effectivement je pense qu'il y aurait dû y avoir des moments de flottement et il y en a pas en fait, donc mais c'est très court aussi, ça fait 1h10 1h15 je crois, et logique, donc c'est voilà, l'animation encore une fois on peut comprendre le dilemme, ils ont bossé dessus 10 ans je crois, donc c'était suffisant. Non mais respect, il y a du taf, mais par contre ce qui est assez rigolo c'est que et Sierra et le Dominique Moll et celui-là, je trouve qu'il y a des parallèles un peu en fait en termes justement de gestion de comment tu fais pour manifester, ou en tout cas comment tu renverses potentiellement un ordre établi, etc. Tu sens que c'est quand même quelque chose, c'est pour ça que je parlais de Zeitgeist il y a 10 minutes. Il y a une question d'urgence à la il y a une question qui commence à être là dans le festival, et je suis assez curieux de voir s'il y a d'autres films qui vont potentiellement prendre cette tangente. On verra quand La mort n'existe pas sortir en salle, on en reparlera probablement à ce moment-là, mais est-ce que vous diriez quand même que pour les amateurs d'animation, est-ce que c'est quand même un film que vous conseilleriez? Oui, à fond. Totalement. Mais je parle pas que pour la partie visuelle. Que pour l'animation, tu veux dire? Oui. Moi je trouve que tu y vas pour ça. En tout cas moi ce qui m'a vraiment séduit sur le papier, sur l'écran plutôt, c'est ça. Donc
Ouais, puis moi je trouve que, comme je disais, je pense que l'animation elle est reliée à des effets diégétiques, c'est-à-dire que l'animation est géniale parce que l'histoire qui est racontée elle est smart et inversement, c'est-à-dire qu'ils se servent vraiment de leurs outils, enfin il y a de la mise en scène vraiment à proprement parler de leur récit. Ce qui est problématique c'est qu'il y a un discours, mais comme ce discours il est hyper fort, et que la mise en scène, que l'animation suit ce discours, en fait, c'est hyper intéressant pour n'importe qui s'intéresse à l'animation parce qu'il y a une réflexion vraiment poussée. Et alors, à la quinzaine, Valentin, pour le coup, tu es seul à l'avoir vu. Tu as vu Des fleurs pour Tokyo de Yuiga Danzuka. Tout à fait. Cinéaste japonais. Qui est un film vraiment, moi j'ai vu 3 films aujourd'hui qui sont 3 films hyper intéressants. J'ai pas vu le Dominique Moll, donc visiblement j'ai pas vu le moins bon dont on a parlé ce soir, donc je suis assez heureux. Et sur celui avec lequel on a décidé de commencer, mais parce que nous on est comme ça, on a un côté un peu slow burner, on aime bien les montées en puissance. Là on monte pas en puissance parce que je pense que c'est quand même moins bien que l'autre zinzinerie de tout à l'heure, mais mais en fait c'est quand même c'est un film que j'ai trouvé super maîtrisé, en fait assez impressionnant là encore en termes de mise en scène. Là je me suis dit vraiment on est à Cannes et c'est chouette parce que c'est des projets qui sont aboutis. Donc même à la quinzaine où parfois il y a des objets un peu fragiles, on tombe sur des films qui sont vraiment des notes d'une patte de cinéaste. Là c'est un cinéaste qui est très jeune, c'est le plus jeune cinéaste japonais jamais sélectionné à Cannes si je dis pas de bêtises, je l'ai lu tout à l'heure. Donc il a quel âge, si je crois qu'il est autour d'une trentaine d'années, donc il est vraiment super jeune. Enfin vraiment et pourtant le recul qu'il a sur son film, le projet qu'il a, la manière dont il articule les choses, tout fait vraiment énormément sens. C'est en gros l'idée c'est que ça raconte l'histoire d'une famille au Japon qui s'entrechoquent, enfin les parents se séparent dans une scène de départ. En gros les enfants sont relativement jeunes, ils ont une dizaine d'années, enfin 8 et 15 ans. Il a 25 ans. Oui voilà, il avait l'air très jeune. Et donc du coup les parents se séparent et donc on enchaîne ensuite 10 ans plus tard, les parents se sont séparés, la mère est décédée et le père est parti à abandonner ses enfants. Et donc du coup le film en fait creuse un peu une question qui est assez classique, assez souvent vue au cinéma, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaie de rattraper le temps perdu en famille, comment est-ce qu'on recrée des liens de filiation quand ils ont été un peu détruits par le temps et par les événements. Et en fait le film vaut pour tout sauf ça, en gros, parce qu'il a un discours qui est globalement assez convenu sur cette question de on peut pas forcément pardonner mais en même temps tout est compliqué, mais il a plein de stratagèmes et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il est vraiment pleinement ancré dans son milieu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment là encore une solide mise en scène, parce que la première scène c'est dans une maison de vacances qui est formidable en termes de gestion de l'espace. La caméra est toujours placée à un endroit hyper stratégique pour capter ce qui se passe dans la tête des 4 personnages. Ils sont toujours filmés en même temps ou alors séparément, mais il y a toujours une bonne raison pour le cadrage. Et après le reste des scènes est notamment filmé à Shibuya et dans un quartier qui évolue beaucoup. Or le père est architecte et c'est lui qui a construit un certain nombre de bâtiments dans le quartier. Donc en fait il trace une sorte de double récit de une famille qui se construit et une ville qui évolue. Et donc comment est-ce que l'architecture et les liens familiaux se relient? C'est d'une maîtrise formelle qui est vraiment assez impressionnante. Il parle beaucoup lui de Ozu notamment pour voilà, qui est une espèce de, je pense, de marotte, mais il l'évoque lui-même. Donc je pense que c'est pas raciste de dire ça. Mais vraiment la maîtrise des cadres, la maîtrise des intérieurs, c'est assez fascinant. Donc c'est un film qui vaut pour ça, qui est assez lent pour le coup, qui est assez festivalier dans sa narration. Mais en termes de visuel... Moi j'aime bien ce terme de festivalier, ouais. Mais c'est vraiment ça. Quand vous le verrez, c'est poliment dit. Oui, mais parce que moi je suis pas forcément contre, encore une fois. Je trouve que non, mais, là, le film il a bien sûr. 1h45, j'ai l'impression qu'il m'a pas pris en otage, il me raconte un truc intéressant. Tu dis ça parce que quand tu te déplaces en salle, en festival, t'as le temps pour accueillir des films plus méditatifs. Exactement, aussi. Que quand tu y vas le week-end entre ta sortie et ton dîner. Ça fera peut-être pas le même effet, effectivement, l'UGC des Halles, un dimanche après-midi. Bon, on verra. Mais le film est vraiment assez impressionnant visuellement, donc pour ça, c'est assez chouette. C'est pas petit, et en plus, c'est pas petit malin, c'est-à-dire que ça a toujours du sens. Donc vraiment solide film. Et enfin, à la semaine de la critique, vous avez vu Left-Handed Girl de Shi Shing-tsu. Oui, absolument, on a vu ça. C'est un film taïwanais. C'est un film taïwanais, alors avec quand même coproduit par Sean Baker, co-scénarisé par Sean Baker et monté par Sean Baker. Donc oui, alors voilà, qu'est-ce qu'on retrouve de Sean Baker dans ce film? On retrouve quand même pas mal. Je savais pas que Xavier Dolan était de retour. Ouais, c'est ça. Je trouve que alors oui, on y est un peu allé pour ça. C'est un peu le produit d'appel du film qui raconte donc l'histoire d'une famille. En fait, c'est une mère, sa fille et ses 2 filles.
voilà, qui et du coup vivent à Taipei et qui en fait se démerdent un peu. Tu sens qu'il y a un peu d'histoire familiale compliquée et qui vont c'est une chronique familiale autour de ces 3 femmes et on va surtout suivre le film par le prisme de la petite fille. Alors on en dévie un peu, mais c'est principalement la grande trouvaille du film. Et moi, c'est un film qui m'a beaucoup réjoui et enthousiasmé. Aussi parce que c'est le premier film que j'ai vraiment vu après le film des 2 procureurs hier soir. Et c'est quand même aussi aux antipodes de ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un film extrêmement vivant, qui est toujours à hauteur de personnage, qui est à la fois drôle, touchant, parfois assez acerbe. Et moi, c'est un film qui me fait plaisir du fait qu'il prouve que tourner à l'iPhone c'est possible, et pas juste par une affaîtrie esthétique, pas juste parce que c'est cool de tourner à l'iPhone. En fait je suis assez convaincu que Sean Baker en fait était un des premiers déjà à avoir prouvé ça avec Tangerine il y a des années. Mais en fait notre rapport au monde aujourd'hui, les images qu'on regarde, c'est principalement des images tournées par des téléphones portables. Et du coup il y a pour moi un parallèle entre la manière dont les caméras se sont allégées dans les années 60 et ont permis des films de la nouvelle vague et de tout ce qui a suivi, parce que d'un coup les images projetées sur les écrans de cinéma ressemblaient davantage aux images que les gens tournaient en fait chez eux avec leur caméscope, et en réalité ce qu'on peut aujourd'hui faire avec un iPhone. Et du coup c'est pour ça que je suis toujours un peu énervé contre des cinéastes pseudo-auteurs A24 américains qui tournent en Super 8, en pellicule, par fétichisme, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on filme des films d'auteur. Non, en fait je trouve qu'un film comme Left-Handed Girl nous montre que le contemporain, la manière dont la lumière se reflète, la manière dont en fait on va circuler dans la ville, entre les voitures, suivre des gens, c'est en réalité le téléphone portable qui permet de le capter au plus proche de ce que nous on voit dans notre vie de tous les jours. Et en ce sens, le film est extrêmement réjouissant parce que déjà il le fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de talent. Il utilise à la fois les limitations techniques d'un téléphone portable, mais en même temps sa grande richesse, à savoir en fait pouvoir courir derrière un gosse dans un marché de nuit à Taipei où il y a du monde partout, où ça grouille de gens qui vendent des trucs à la sauvette, qui achètent des trucs. Et donc lui il va suivre cette gamine avec la réalisatrice va suivre cette gamine avec un téléphone portable, et d'un coup on est avec elle, et d'un coup les images qu'on voit nous renvoient aussi à une forme de contemporanéité qui est assez géniale et qui est rarement réussi. Et là-dessus je pense que la Sean Baker touch est quand même assez présente, mais notamment dans le montage du film qui est exceptionnel. Voilà. Et je sais que Félix est un peu plus dubitatif sur le dernier acte. Je spoil un peu ton avis. Moi je défends quand même beaucoup ce film, qui malgré un aspect très chronique qui pourrait être un peu énervant parce qu'on se dit qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait est très tenu dans l'écriture, et tout ce qu'il implante au fur et à mesure de son histoire va trouver des conclusions. Alors c'est jamais des trucs de blockbuster ou avec des voitures qui explosent, mais c'est quand même toujours mais c'est très intelligemment résolu. Donc voilà, je suis assez enthousiaste sur ce film Left-Handed Girl. Donc le long pour moi aujourd'hui, bonne journée quoi. Ah ouais, moi je suis très enthousiaste aussi, hein. Effectivement je suis un peu plus mitigé sur la dernière partie, que je trouve en fait assez démonstrative. C'est-à-dire que moi ce que j'aime bien, et je te rejoins complètement là-dessus, c'est la légèreté, c'est l'espèce de montage extrêmement cut, et en même temps la grande précision de mise en scène, parce que c'est des mouvements qui sont très étonnants, et en même temps elle filme exactement ce qu'elle veut filmer, toujours le personnage au bon endroit, elle filme toujours l'espace, et ces marchés quand même à Taipei sont absolument dingue et magnifique. Je pense que le montage de Sean Baker il se ressent dans la manière de faire des contre-champs, des inserts, des trucs, parce que là il y a vraiment une rythmique que tu ressens en fait dans ces films quoi. Bien sûr, complètement. Mais je pense que de toute façon elle était dans un parti pris de mise en scène qui est d'ailleurs très similaire à ce que lui il a déjà fait, et notamment on pense beaucoup à Tangerine ou Florida Project, qui n'est pas tourné à l'iPhone, enfin sauf dans sa dernière séquence, mais qui pareil a un côté très dynamique. Je pense qu'avec une petite caméra dans un espace très coloré avec une gamine, il y a juste
juste pas Willem Dafoe dans ce film, mais bon, c'est pas grave, c'est à peu près la même chose sinon. Donc ouais, non, ça, moi j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et malgré effectivement ce dernier acte que je trouve du coup un peu plus poseur, un peu plus démonstratif, et moi c'est la légèreté du coup du début que je trouve fort parce que en fait elle filme plein de choses et elle caractérise énormément ses personnages avec des actions du quotidien sans forcément que ça soit dramatisé comme on a l'habitude, mais parce qu'on est quand même relativement conditionné par Et elle fait même l'inverse, c'est-à-dire que des choses qui sont censées être qui dans un autre film seraient des points d'histoire, des points narratifs très dramatiques, elle les ellipse évacués. C'est-à-dire que c'est même pas traité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un personnage à un moment qui décède, je dis pas qui, je dis pas quand, mais en fait ce personnage meurt hors champ et c'est pas traité. C'est-à-dire qu'en fait on apprend qu'on organise son enterrement. Donc en fait il y a déjà du temps qui a passé. Ouais. Et ça c'est très étonnant et très rafraîchissant aussi. Et en même temps ça permet directement de venir s'intéresser à la réaction des personnages et pas à l'événement en lui-même. Et c'est en ça que je trouve que c'est un portrait de femme qui est extraordinaire, vraiment, et de 3 générations différentes, et c'est ça qui est hyper chouette. On en vient du coup à ce dernier acte, effectivement un peu plus démonstratif, etc. Il n'empêche que ce que je trouve super fort quand même, et cette idée qui est assez obsédante que je ne révélerai pas pour le plaisir de visionnage du coup de nos auditeurs, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à la fin qui fait que tu vois le film d'une autre manière. Et que tout ce que tu as vu et toutes les images que tu as vues, tu les vois d'une autre manière. Et ça, faut pas s'attendre à un truc de fou, hein. C'est pas Fight Club. Mais c'est assez balèze quand même. Mais c'est super balèze et je trouve que c'est hyper fort. Et là où tu avais l'impression que le portrait de femme était complexe, bah, tu te rends compte que c'est encore plus complexe que tu ne le pensais. Et je trouve que vraiment, du coup, ça rend cette histoire pleine de peps et en même temps pleine de profondeur. Donc pour un premier film, moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Et quand bien même il y a l'expertise Sean Baker, franchement, ouais, j'ai très envie de voir ce qu'elle va faire par la suite. Je suis très curieux de son futur travail. Je sais pas ce qu'on a fait pour mériter une première vraie journée où il y a quand même visiblement 4 très bons films. Demain, ça va être nul. On va voir. Peut-être qu'on est juste sur un super Cannes. Hein. Peut-être que Thierry Frémaux a cooked, comme disent les jeunes. Non, mais c'est vrai que c'est assez enthousiasmant de démarrer Cannes de cette manière-là, parce que c'est pas le cas tous les ans. Très très loin de là. Moi, je me souviens d'années où vraiment on avait enchaîné des triptyques de l'enfer dès le départ. Donc ouais, c'est vraiment très chouette. On vous donne rendez-vous demain pour notre capsule numéro 2. Après, on l'a peut-être mieux préparé. On a juste choisi nos films et du coup, on a vu des bons films. C'est peut-être aussi. Non, mais quand même là, on avait, enfin voilà. Mais moi, ça me rappelle le jeudi où on est venu l'année où il y avait le film sur l'âne EO. Qui était au même horaire et qui avait fait un peu le même effet de sidération complète un jeudi soir à 22h. Non, c'est vrai. Écoutez, on se donne rendez-vous demain en espérant peut-être un setting avec moins de moustiques et la lumière qui coupe pas toutes les 2 minutes. Et moins de motos. Mais les gens n'entendent pas la lumière. Je sais, c'est juste pour nous. Ils ont peut-être entendu les motos provençales là, qui quand même sillonnent la nuit encore. C'est à 1h30 du matin. On est encore dans Sirat. C'est quand même plus sympa les grillons. Bon bah écoutez, à demain pour la capsule du jour numéro 3.